Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler du bear market. Comment est-ce qu'on peut survivre à un bear market dans le monde des crypto-monnaies? Alors je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas du tout une vidéo qui a pour vocation de faire paniquer des gens. On va parler en fait de manière rationnelle. On va expliquer en fait qu'est-ce qu'un bear market et surtout on va expliquer pourquoi est-ce qu'un bear market c'est bénéfique si on applique les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et qu'on ne fait pas n'importe quoi durant cette phase qui peut être autant une phase vraiment créatrice de richesse, dans le sens où c'est là où on va bénéficier en fait des meilleures opportunités pour se positionner. Mais attention, si on se précipite également un petit peu trop et qu'on fait ce qu'il ne faut absolument pas faire dans une phase de bear market, on peut également perdre beaucoup d'argent. Donc on va un petit peu voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo et on va aussi parler de la relation qui se passe sur les cycles au niveau du marché des crypto-monnaies entre ce que j'appelle les mains fortes et les mains faibles. Et on voit que c'est très important de comprendre un petit peu cette relation et l'échange qu'il va y avoir entre les mains fortes et les mains faibles, qui va avoir un impact sur le marché relativement fort. Alors, avant de commencer, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que lorsqu'on parle de bear market, on parle de dynamique baissière, de tendance baissière. Mais ce qu'il faut quand même préciser, en fait, c'est que des phases de bear market, il en existe beaucoup. En fait, tout dépend de l'échelle de temps sur laquelle on évalue une tendance. Si on évalue une tendance sur du 4 heures, sur du daily, forcément, en fait, qu'il y a des tendances baissières qui vont apparaître tout le temps, tout comme on aura également tout le temps des tendances haussières. Donc, ce qu'il faut absolument prendre en compte quand on parle de bear market, c'est l'échelle de temps. Si on se base aujourd'hui, en fait, comme là, je vous mets le graphique du Bitcoin depuis sa création, donc depuis 2010, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on est sur une tendance haussière sur le très long terme. Et il n'y a pas de tendance baissière aujourd'hui quand on prend un maximum de recul. On a des sommets et des creux systématiquement de plus en plus haut sur le très long terme. Le Bitcoin est haussier. Et je sais que parfois, ça porte à confusion parce que on va me dire, attends, je comprends pas. Tu dis en fait que le Bitcoin est haussier, pourtant il vient de perdre 50%, pourtant le prix en fait depuis plusieurs mois il ne fait que baisser. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si on se met pas à l'échelle de temps correspondante, on va forcément ne pas comprendre. Si on zoome et qu'on se met sur quelques mois, on est effectivement dans un bear market. Depuis effectivement le mois de mai, on est parti sur un marché qui part à la baisse, donc dans une tendance qui est baissière, et c'est le cas depuis maintenant quelques mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un bear market, ça peut durer quelques mois, voire quelques années. Et ça, c'est ce qui est en fait le plus important, ça va être la durée. Et la durée, pour le coup, personne n'est devin et personne ne peut savoir en fait combien de temps est-ce qu'une phase de bear market va durer, mais on a quand même des indices qui vont nous indiquer si ça va durer longtemps ou en tout cas moins de temps par rapport notamment à la dernière phase de bear market qu'on a eue en 2018. Et c'est justement aussi le but de cette vidéo. Donc sur le long terme, on est clairement toujours orienté à la hausse. Pour l'instant, on n'a absolument pas impacté la dynamique haussière du Bitcoin sur une longue période de temps. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le Bitcoin, mais en fait tout simplement, il est parsemé de tendances haussières et de tendances baissières qui font qu'on a une tendance globale qui reste pour le coup majoritairement haussière, mais dans laquelle on va avoir des phases de baisse et des phases de consolidation qui vont durer quelques mois, voire quelques années parfois. Ces phases-là sont importantes. Elles sont importantes pour digérer en fait les fortes hausses de prix, parce qu'un actif ne monte pas comme ça en ligne droite. On pourrait croire que le Bitcoin monte en ligne droite, alors que absolument pas. En fait, le Bitcoin passe plus de temps à baisser, voire à consolider, donc à ranger. Donc ça veut dire pas de tendance, plutôt qu'à monter. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc c'est pour ça en fait que quand on met les pieds là-dedans, faut pas croire en fait que tout va vite dans le monde des crypto-monnaies. Au contraire, les phases de hausse, effectivement, elles sont violentes et elles sont rapides. Mais avant d'avoir ces phases-là, il faut passer en fait par des phases de baisse et des phases de consolidation qui peuvent durer très longtemps. Et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de tenir sur des tendances justement comme ça qui ne font pas que monter. Alors, ce qu'il faut également comprendre, c'est que dans ce marché, il y a deux types d'investisseurs. On va avoir les investisseurs de long terme, ceux qui ont vraiment une vision à long terme et qui vont acheter en fait du Bitcoin dans une optique de le conserver sur une longue période de temps. Ces personnes, on les appelle, on va dire dans le jargon, les mains fortes. Donc les mains fortes sont des personnes qui vont acheter sur une longue période de temps. Et très souvent,
ils vont acheter en fait du Bitcoin lorsque les mains faibles vont leur échanger. Et les mains faibles, en fait, ils correspondent à pas mal de types d'investisseurs, mais aussi de traders. Ça va être les traders en fait qui font du day trading, même du swing trading, qui vont pas être amenés à conserver une position plus que quelques semaines, voire quelques mois, voire ceux qui sont attirés en fait uniquement par la hausse des prix et qui pensent que le Bitcoin c'est un nouvel investissement casino qui va les rendre riches. Toutes ces personnes, on les met en fait dans la case des mains faibles. Alors, mains faibles, on a l'impression que c'est péjoratif. En fait, pas du tout. Et c'est vrai qu'on peut parfois s'y méprendre. J'ai même fait des vidéos où justement en fait j'indiquais que les mains faibles commençaient à vendre. Et j'ai vu que ça avait été mal pris en fait par certains. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que être une main faible ne veut pas dire qu'on perd de l'argent. Il y a des mains faibles qui en fait s'en fichent royalement en fait du Bitcoin et de la technologie, qui vont uniquement spéculer en fait dessus, qui vont rentrer sur le début du mouvement pour sortir quelques mois après, prendre leur profit et puis basta. Ce sont des mains faibles. D'accord, ça il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gagnent pas d'argent. Au contraire, il y a quelques mains faibles qui gagnent beaucoup d'argent, bien que si on compare par rapport aux mains fortes, la plupart des mains fortes sont tous aujourd'hui largement en positif, alors qu'une grande majorité en fait des mains faibles, eux pour le coup, ils perdent de l'argent, mais il y a quand même une catégorie en fait de mains faibles qui gagnent tout de même beaucoup d'argent. Et on va mettre dedans notamment tous les traders, day traders, swing traders, et ceux qui vont vraiment essayer de timer ce marché pour rentrer uniquement pour capter ces petites phases de hausse. Donc ça, il faut quand même bien le prendre en compte et bien le comprendre. Même si je sais que parfois, main faible, c'est utilisé en fait de manière très péjorative, ce n'est pas le cas à mon sens. Une main faible, c'est juste une personne qui va uniquement être là quand le marché va monter, alors que les mains fortes, pour le coup, elles sont là tout le temps. Maintenant, si on regarde un petit peu le comportement entre les mains fortes et les mains faibles, c'est très significatif, c'est très important et ça en dit long justement sur la fin d'une tendance baissière comme là on est en train de la vivre depuis maintenant quelques mois. Là en fait, je vous mets ce graphique de chez Glassnode qui nous montre l'évolution justement de la supply de Bitcoin. Donc je vous rappelle qu'il y a quasiment, alors pas tout à fait, on n'y est pas encore, mais il y aura en tout cas 21 millions de Bitcoin au maximum, même si là on n'y est pas tout à fait. Et grosso modo, là, on voit donc le nombre de bitcoins qui sont détenus par les mains fortes et les mains faibles, qu'on appelle communément les investisseurs de long terme ou les investisseurs de court terme. Qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, on voit une première chose, c'est que le nombre de bitcoins dans les mains des mains fortes, donc des investisseurs de long terme, ne fait que croître. Au fil du temps, on le voit, on a de plus en plus de bitcoins aujourd'hui qui se retrouvent dans les mains justement en fait de ces mains fortes. On a plus de 10 millions. En moyenne, on oscille entre 10 et 12 millions depuis maintenant plusieurs années qui sont détenus uniquement par les mains fortes et qui ne vendent pas pour autant beaucoup en fait de Bitcoin. Donc ça veut dire qu'on ne descend pas en dessous, là pour le coup, depuis maintenant 2018, on ne descend pas en dessous même des 11 millions de Bitcoin dans les mains des mains fortes. Qu'est-ce qu'on remarque également? Que les mains faibles, pour le coup, eux, ils n'accumulent pas, ce qui est plutôt logique, du Bitcoin. Et en fait, ça oscille depuis un bon petit moment entre les 3 et les 5 millions. On peut avoir des pics à 6 millions de Bitcoin. On l'a eu en 2017, mais grosso modo, sur vraiment le très long terme, les investisseurs de court terme, donc les mains faibles, pour le coup, eux, vont osciller entre 3 et 5 millions de Bitcoin qu'ils vont détenir. Ce qui est important, en fait, de comprendre, c'est que les mains fortes, donc les investisseurs de long terme vont être amenés à prendre des profits, notamment quand le prix est en train de fortement monter. Comme là, on l'a eu pour le coup en 2017. On le voit clairement, la courbe violette est en train de baisser, la courbe verte est en train de monter, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a une forte hausse du prix. Donc ça veut dire qu'on a toutes ces personnes qui vont venir, par exemple, pour spéculer un petit peu sur le Bitcoin, les traders, les investisseurs attirés par la hausse des prix qui vont tous venir, qui vont acheter et qui vont acheter en fait pas forcément que aux mains fortes, mais en tout cas en partie à des mains fortes qui vont vendre une petite partie en fait de leur capital, ce qui va faire baisser le nombre de bitcoins qui sont dans les mains justement des mains fortes. Donc là on le voit, et quand on arrive en général sur les sommets de marché, eh bien, il se passe l'opération inverse. Ça veut dire que là, il y aura soit des prises de profit de la minorité des mains faibles qui va être gagnante, mais surtout, il y aura des pertes qui vont être engendrées par tous les autres qui vont vendre, soit à break-even, soit avec un petit peu de profit, mais en réalité très souvent à perte,
durant les vagues de baisse où les gens vont paniquer, vont changer en fait d'état émotionnel. Là, on l'a vu justement en quelques mois, vraiment le momentum s'est complètement inversé. On est passé en fait d'un état euphorique à un état de peur, de panique, et c'est clairement ça en fait qui fait vendre toutes ces mains faibles qui vont au final vendre pour que les mains fortes rachètent pour le coup à des prix très souvent qui sont bien meilleurs que les prix de vente. Donc là on le voit, on a de nouveau un inversement, et quand ces mains fortes ont terminé en fait de réaccumuler à minima ce qu'elles avaient vendu, ce qu'elles avaient commencé en tout cas à vendre lorsque les prix ont commencé à bien monter, et ben c'est là où on peut repartir sur une phase de stagnation du marché. Donc il n'y a plus vraiment de tendance, voire après de repartir sur une vague de hausse durant laquelle de nouveau les mains fortes vont revendre un petit peu de leur Bitcoin à des prix qui se sont vachement appréciés par rapport à leur prix d'achat, et de nouveau à ces mêmes personnes, soit ceux qui pensent qu'ils vont devenir riches, soit cette minorité gagnante qui effectivement profite de ces mouvements de hausse. Ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que là, on a eu un mouvement beaucoup moins important que ce qu'on a pu avoir notamment lors du dernier cycle en 2017-2018, qui avait été quand même un cycle extrêmement important, qui avait duré quand même relativement longtemps, et on le voit, on était passé de 11 millions de Bitcoin pour quasiment retomber à 8 millions de Bitcoin détenus en fait par les mains fortes, pour après remonter, refaire un nouveau plus haut, et cette fois-ci en fait on est quasiment monté à 13 millions de Bitcoin dans les mains des mains fortes, et on est retombé à 11. Donc on a quand même beaucoup moins baissé, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup moins de ventes pour le coup en fait de la part des mains fortes, mais aussi parce que cette dynamique haussière elle a quand même duré beaucoup moins longtemps que la précédente. Et là on est déjà en train, on le voit, de s'inverser. Ça veut dire que les mains fortes reaccumulent pour le coup et reachètent aux mains faibles qui sont en train de vendre. Et c'était exactement en fait ce que j'expliquais dans, c'est pas ma dernière vidéo, mais dans l'une de mes dernières vidéos, où je disais en fait que les mains faibles commençaient à vendre. Effectivement, elles ont bien vendu pour le coup, et c'est qui rachète principalement les mains fortes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour repartir, en tout cas historiquement, pour repartir sur une nouvelle vague de hausse, ben, il faut à minima que les mains fortes reaccumulent plus ou moins sur leur niveau. Donc là, le niveau des 12-13 millions de Bitcoin, et on en voit qu'on n'est pas si loin que ça et qu'on est déjà à la mi-chemin. Donc grosso modo, ça veut dire quoi en fait pour le Bitcoin? Ça veut dire qu'on a peut-être touché un point bas, et Dieu sait qu'il y a beaucoup en fait pour le coup de signaux qui nous montrent ça. J'en avais justement parlé dans ma dernière lettre d'investissement, et justement, si vous voulez la recevoir, la prochaine sera envoyée à peu près dans une semaine, donc le lien est en description, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, où j'avais justement indiqué qu'on commençait à avoir quand même pas mal de signaux qui nous montraient qu'on était probablement sur un point bas, même si on peut toujours encore avoir un petit potentiel de baisse pour aller éventuellement chercher un petit peu plus bas, mais honnêtement, rien n'est joué. Maintenant, ça ne veut pas non plus dire que on a touché un point bas, que ça va forcément repartir tout de suite faire un nouvel ATH et repartir en mode to the moon. Absolument pas. À mon avis, on a encore besoin de temps, on a encore besoin de quelques mois à minima pour continuer cette phase d'accumulation. Et si jamais on venait à repartir trop vite, je pense que ce serait beaucoup trop prématuré et qu'on aurait de nouveau une vague de baisse qui pourrait, là pour le coup, être encore plus puissante que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Donc, prudence, on a besoin de consolidation. Ce marché a encore besoin d'accumuler pour que les mains fortes puissent correctement réaccumuler ce qu'elles ont vendu. Donc voilà un petit peu par rapport au cycle de marché. Donc il faut vraiment comprendre que ces phases de hausse et ces phases de baisse, c'est classique. C'est vraiment du classique aujourd'hui, et c'est normal quand on a tous les excès provoqués en fait par l'être humain qui est complètement irrationnel, qui est alimenté par tout un tas en fait de biais psychologiques, que ce soit l'avidité, l'euphorie ou ensuite la panique. On va tout le temps dans les excès, et ces excès, il faut les corriger. Donc là, on a vraiment été dans l'excès à la hausse sans jamais corriger. Aujourd'hui, on en paye les pots cassés et on a eu une très très grosse phase de correction. Dans les crypto-monnaies, il faut vraiment comprendre que en plus, on a beaucoup en fait de volatilité qui sont liées principalement au modèle économique de la plupart des crypto-monnaies. On va dire deuxièmement à l'être humain, mais troisièmement au fait en fait que la plupart des crypto-monnaies ne reposent sur rien, sauf, on va dire, sur la valeur en fait à laquelle on pourrait donner
la technologie en fait d'une blockchain, d'un projet en fait blockchain par exemple, l'intérêt d'acheter cette fameuse crypto-monnaie en dehors de l'aspect spéculatif pour utiliser un service par exemple, pour payer des fees, pour avoir un droit de vote au sein d'une DAO par exemple, et ensuite le modèle économique. Mais honnêtement, tous ces critères-là en fait font à ce que certaines crypto-monnaies ont effectivement une certaine valeur, bien qu'elles soient quand même difficiles de donner un chiffre précis, mais concrètement, la plupart des autres reposent sur quasiment rien. Et il faut comprendre que c'est complètement différent d'une action qui, elle, j'ai envie de dire en fait qu'une action représente une entreprise. Si on détient la majorité, voire l'intégralité des actions d'une entreprise, on va en être le propriétaire et on pourra en faire ce qu'on veut. Et en gros, une entreprise, à minima, va avoir ce qu'on appelle une valeur comptable. Donc si on revend tous les brevets, tous les biens, les bureaux, le matériel, etc., tout ça en fait ça a quand même une valeur. Et cette valeur-là, on peut la calculer. Donc on peut savoir, aujourd'hui on le sait, qu'il y a plein d'entreprises qui sont sous-cotées parce que leur valeur comptable vaut plus que leur valeur boursière par exemple. Donc là on sait que si on achète toutes les actions et qu'on revend l'entreprise, on fera une plus-value. Avec les crypto-monnaies, on n'a aucun moyen d'avoir même une valeur comptable qui nous indiquerait en fait si vraiment on est sur une valeur qui est sous-évaluée. On a quelques indicateurs qui nous permettent plus ou moins de le faire, mais pas d'une manière précise. Donc tout ça en fait fait qu'on augmente la volatilité vu qu'on n'est pas capable de vraiment donner un prix plancher pour le coup à une crypto-monnaie. Donc sans repère, forcément, la volatilité, elle est extrêmement forte et elle l'est encore plus parce que l'être humain va toujours dans l'excès. On le voit à la hausse comme à la baisse. Quand le marché monte, il ne peut faire que monter et aller toujours plus haut. Quand le marché baisse, il ne peut faire que baisser et aller toujours plus bas. Vous le voyez encore actuellement, on est plus sur une tendance qui est plutôt baissière sur quelques mois et on le voit. Le nombre de personnes qui sont extrêmement baissiers et qui voient toujours un Bitcoin toujours plus bas. Quand c'est pas 25 000, c'est 20 000. Quand c'est pas 20 000, c'est 10 000. Et je suis même sûr que si on cherche bien, on va encore trouver d'autres personnes qui vont aller nous dire que le Bitcoin va aller en dessous des 10 000 $. Donc c'est pour ça en fait qu'on va toujours dans l'excès, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et c'est ça, on va dire que c'est vraiment dangereux et qu'il faut quand même faire vraiment attention à ça. Donc, est-ce qu'on est dans un bear market ? Je pense que maintenant vous l'avez compris, la réponse est oui à court terme, non à long terme. Tout dépend vraiment de l'échelle de temps en fait qu'on va prendre. Ça c'est vraiment très important. Mais la question à surtout se poser, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que cette tendance, cette dynamique baissière va aujourd'hui durer ? Et ben pour le coup, on n'en sait rien. Même si on a déjà une petite idée par rapport justement au graphique que j'ai pu vous montrer auparavant, où à mon avis en tout cas ça ne reste que des hypothèses, jamais en fait de vérité absolue, dans le sens où personne n'est devin, mais en tout cas pour moi ça a quand même du sens pour que cette vague baissière, cette tendance baissière plutôt, dure moins longtemps que celle qu'on a pu avoir de 2018 à 2019 qui a quand même duré 460 jours. Il faut comprendre qu'on a déjà eu des tendances baissières qui n'ont duré que quelques mois, comme par exemple de 2013 à 2014, ça avait duré 3 mois. De 2014 à 2015, ça avait été en fait la plus longue, elle a quand même duré 700 jours. Et ensuite, 2018-2019, comme j'ai pu le dire, 460 jours. Donc là, en fait, on le voit, ça peut être quelques mois, 1 an, 2 ans, on n'en sait absolument rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, ça va quand même dépendre de quelques facteurs, notamment la hausse des prix, la durée en fait durant laquelle le prix est monté, la volatilité et le comportement entre les mains faibles et les mains fortes. Et moi aujourd'hui, en tout cas, si je devrais donner mon avis par rapport à ça et émettre une hypothèse, je pense que on va plus se rapprocher d'une tendance baissière qui va durer quelques mois, comme ça avait pu être le cas en 2013-2014, même si pour moi, on n'est pas du tout en fait sur un contexte similaire et ni sur un comportement de marché qui est similaire. Mais c'est ce qui s'en rapproche en tout cas le plus. Maintenant que tout ça est dit, comment est-ce qu'on peut survivre à cette tendance maintenant ? Parce qu'on ne sait pas en fait combien de temps ça va durer. Et ça peut durer encore quelques semaines, voire quelques mois comme moi je le pense. Mais si jamais ça dure encore plus longtemps, c'est important en fait pour le coup de vraiment bien comprendre comment est-ce qu'on profite de ces phases et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ces phases qui sont baissières. Alors déjà, ce qui est important, c'est que quand on veut faire du court terme, on joue la tendance. C'est très important. C'est-à-dire que si
on a l'espoir de gagner de l'argent à court terme, ça veut dire sur quelques semaines, voire quelques mois, dans une tendance baissière, il faut jouer la baisse. Si vous jouez la hausse, honnêtement, vous avez quasiment toutes les chances de perdre, même si parfois on veut se rassurer avec quelques projets qui vont quand même prendre de la valeur durant les phases baissières. Honnêtement, c'est quasiment perdu d'avance. Vous n'avez pas les chances qui sont de votre côté. Donc, si vous espérez gagner de l'argent à court terme, à court moyen terme dans une tendance baissière, honnêtement, il faut jouer la vente via des produits dérivés par exemple. Mais concrètement, sinon, n'espérez pas gagner quoi que ce soit. Là, c'est vraiment très, très important. Ensuite, investissez en plusieurs fois. Si vous avez plutôt une vision d'investisseur de long terme, n'investissez jamais tout de suite tout votre capital. Maintenant, même si les prix ils ont baissé, même si on est peut-être sur un point bas, et c'est vrai que même au niveau des alts, on a eu des très très beaux retracements qui appellent effectivement à un potentiel point bas, se repositionner trop vite, c'est une des erreurs classiques qu'on peut faire durant une phase de bear market, surtout si elle est amenée à durer. Et comme j'ai pu vous le dire, même si on peut émettre des hypothèses, on ne sait pas combien de temps est-ce qu'elle va durer. Donc, on investit toujours en plusieurs fois via un DCA classique tout bête, mais c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Et le DCA, il porte le plus ses fruits durant les phases de baisse. Parce que c'est justement là où vous allez être capable de moyenner à la baisse et au final, sur une longue période de temps, moyenner un prix d'achat qui va être, j'ai envie de dire, meilleur que la plupart des gens. Donc ça, c'est vraiment important. Investissez toujours en plusieurs fois sur des projets qui ont des fondamentaux qui sont solides avec au moins, si possible, une diversification sectorielle. Allez chercher un petit peu au niveau des big caps, Ethereum, Bitcoin, donc les principales blockchains. Ensuite, un petit peu de DeFi, un petit peu de NFT. Et je pense que voilà, vous serez déjà plutôt pas trop mal avec un portefeuille bien diversifié. Et vraiment, faites attention aux projets. Comme j'ai pu vous le dire, en fait, les bons projets sont rares. Les projets pourris, eux, par contre, sont nombreux. Donc, ne faites pas l'erreur de vous positionner en fait sur un projet qui ne repartira pas ou en tout cas qui va sous-performer le marché dans sa globalité. Et c'est souvent le cas des projets foireux, même si, je sais, on va toujours trouver en fait des projets foireux qui ont des belles performances. Ensuite, toujours conserver de la liquidité, très important. On ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on investit au fur et à mesure, chaque mois par exemple, mais on garde toujours du cash, parce que quand il y aura justement des signaux qui vont nous montrer qu'on est en train de sortir de cette tendance pour repartir à la hausse, avoir du cash, c'est toujours intéressant pour remettre encore des billes sur des signaux d'achat. Ensuite, ne vous faites pas avoir, comme j'ai pu vous le dire, par les petites cryptos qui vont aller exploser en fait durant quelques heures ou quelques jours et se dire, il y a encore des opportunités que j'ai encore ratées. Mais je sais qu'il y a même souvent des personnes qui s'amusent à mettre les top gainers, donc les cryptos qui ont le plus performé en fait sur 24 heures. Donc ils vont sur CoinMarketCap, ils mettent le top gainer et ils vous disent, regardez, on est en bear market, mais pourtant il y a toujours des cryptos qui explosent, comme si c'était en fait facile d'investir dans ces crypto-monnaies-là juste avant qu'elles allaient exploser. Ce qui en fait dans la réalité est quasiment impossible parce que vous faites du contre-tendance, donc vous n'avez pas les chances qui sont avec vous. Donc il vous faut énormément de chances pour être capable d'aller vous positionner en fait quand il faut sur ces projets avant qu'ils explosent. Donc de nouveau, c'est pas impossible, mais l'investissement ne consiste pas pour le coup à jouer. On essaie toujours en fait d'avoir un maximum de chances de son côté, de probabilité en fait de son côté, et déjà faire du contre-tendance, vous êtes déjà perdant en fait d'avance. Donc ignorer tout ça, c'est que du bruit et honnêtement c'est plutôt une perte de temps et une perte d'argent. Ensuite, n'investissez plus dans tout ce qui est ICO, IDO, même les IO, même si on arrive encore à en tirer de la rentabilité. Honnêtement, le momentum, il est vraiment retombé. Faut vraiment faire attention. On peut encore aller chercher des petites performances sur les très bonnes ICO, IDO ou IEO, mais concrètement, le momentum est vraiment retombé. Donc, si il y a quelques mois de cela, n'importe quel ICO ou IDO était profitable, faites très attention aujourd'hui. Ça ne sera peut-être plus le cas. En tout cas, tant que la dynamique reste baissière comme ça, on peut avoir des très mauvaises surprises. Donc vraiment, faites attention. Moi, je recommande soit de lever le pied, soit de se concentrer sur les ICO, les IO, mais elles en général, elles ne rentrent pas en fait dans la catégorie que je l'ai expliqué. Des projets en fait qui vont avoir des tokens qui vont être bloqués sur au moins 6 mois, 1 an. Comme ça, déjà, on sait que rien ne sera listé
dans le contexte actuel. Et honnêtement, moi je préfère miser sur un token qui va être listé dans 6 mois ou dans 12 mois plutôt que sur un token qui va être listé dans une semaine. Parce que clairement, la tendance n'y est pas et je pense qu'on a beaucoup plus de chances qu'elle soit de nouveau là dans 6 mois, dans 12 mois, plutôt que dans quelques semaines. Donc tous les projets qui vont être rapidement listés, honnêtement, là on l'a encore vu sur l'IO de FTX au niveau du projet Solrise Finance. Bon, très peu de chances de réussir à avoir un ticket gagnant et honnêtement, il y a une petite performance, mais on voit vraiment que c'est retombé. On le voit parce que la dernière IO de FTX qui était sur Oxygen, on a fait, je crois, un x15 facile, x15, x20. Là, on est à peine sur un x2, x3 sur la dernière IO en fait de FTX. Donc, on voit vraiment que le momentum est retombé. Comme j'ai pu vous le dire, celles dans lesquelles c'est encore compliqué de pouvoir mettre des billes, elles peuvent être encore un peu profitables. Mais honnêtement, ça reste quand même compliqué en fait d'investir dedans. Mais toutes les autres où c'est facile en fait d'investir dedans, honnêtement, si les tokens ne sont pas bloqués, moi, je passerai mon chemin. En tout cas, tant qu'on n'a pas de nouveau des signes positifs et on va dire cette euphorie, cette envie en fait d'acheter que vont avoir en fait les gens si on repart sur une tendance plutôt haussière qui est quand même nécessaire en fait pour avoir un prix au listing qui augmente énormément. Attention également avec tout ce qui est staking. Donc sur une vision à long terme, pourquoi pas? Sur des actifs qui ont des fondamentaux extrêmement solides, pourquoi pas? Comme par exemple l'Ether, le Cardano, oui, pourquoi pas? Mais grosso modo, faites super attention. C'est bien joli en fait d'aller générer du rendement de 20-30% par an, mais si votre actif perd 80% de sa valeur par rapport au dollar sur une année, vous avez beau gagner plus de tokens, vous êtes toujours perdant. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Le staking, vraiment sur les projets très très bons d'un point de vue fondamental. Sinon, pour les autres, c'est plutôt, à mon avis, prendre trop de risques pour pas grand-chose. Ensuite, toujours prendre en compte les risques. Les crypto-monnaies, en fait, ne sont pas des actions et en fait, leur valeur repose souvent sur rien. Donc, vous pouvez vous exposer maintenant sur des projets qui ont l'air d'être pas chers, mais qui, en fait, ne vont pas forcément prendre beaucoup de valeur et qui vont sous-performer le marché. Donc ça, il faut l'éviter au maximum. Être patient, c'est l'une des clés aujourd'hui en fait pour être capable de réussir dans ce marché. La patience. Je sais en fait que ceux qui ont rejoint mes premières formations en 2018, qui ont appliqué en fait mes stratégies simples, pas complexes, simples, que tout le monde peut appliquer, et ben aujourd'hui ils ont été capables de récolter les fruits après quelques années en fait d'investissement. Mine de rien, ça a très très bien payé et je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça a carrément changé leur vie. Donc c'est pour ça que la patience, c'est important. La plupart des gens ne sont pas patients. Là, on le voit, l'intérêt est retombé. On le voit que les gens sont plus intéressés. Et pourtant, c'est le meilleur moment aujourd'hui pour éventuellement se repositionner, voire investir en fait dans ce marché. Ça, je l'ai rabâché. Je l'ai rabâché en fait durant toute l'année en fait 2021, où j'ai indiqué clairement en fait que ce marché était trop cher, que le Bitcoin était beaucoup trop élevé, que je ne recommandais plus d'investir en fait sur le Bitcoin dès qu'on était dans la zone des 50-60. Pour moi, c'était vraiment beaucoup trop tard en fait pour se positionner. Clairement, là aujourd'hui, par contre, on revient sur des niveaux qui sont bien plus intéressants que ce qu'on a pu avoir justement au début de l'année. Ça ne veut pas forcément dire que le prix va pas retomber, mais en tout cas, vaut mieux acheter un Bitcoin par exemple, ou commencer à en acheter, parce qu'on va jamais tout mettre comme j'ai pu vous le dire, mais vaut mieux commencer à en acheter maintenant à 30 000 et éventuellement le voir encore retomber à 25, voire à 20 et remettre des cartouches, plutôt que de faire un gros FOMO en mode to the moon quand l'euphorie est bien au rendez-vous dans la zone des 50-60 et de subir en fait ensuite la baisse du Bitcoin qui va aller diviser en fait par deux le portefeuille de ces personnes et qui vont, pour la majorité, ça on l'a vu, panic sell, parce que ceux qui ont vendu pour le coup sont ceux qui sont rentrés dans la même année, ça veut dire en 2021. Donc très souvent vendus à perte. Donc l'être humain, attention, il va toujours dans l'excès. Là, il y a quand même un consensus qui est extrêmement baissier actuellement. Je suis pas sûr en fait qu'être baissier avec un Bitcoin qui a perdu déjà la moitié en fait de sa valeur et des altcoins qui ont fait des retracements dans la zone des 60-70%. Je suis vraiment pas sûr en fait que ce soit une bonne idée en fait de continuer à être baissier. Après, c'est mon avis, mais voilà, il vaut mieux être baissier pour le coup quand ça monte fortement, et être haussier quand ça a fortement baissé. Mais en général, l'humain et on va dire la foule justement se suit à elle-même, ou plutôt
La foule en général c'est juste un mouton, hein, donc quand c'est baissier, la foule va être baissière, quand c'est haussier, la foule sera haussière, donc ça on n'y peut rien et le but c'est justement de ne pas faire partie de la foule. Donc attention et attention toujours aux excès baissiers actuellement et probablement plus tard de nouveau encore haussier. Prenez le temps de vous former, j'ai envie de dire que c'est le meilleur moment. Alors c'est assez ironique parce que c'est pas du tout maintenant que les gens ont envie en fait de se former et que les gens se forment. Moi je le vois, hein, vu que pour le coup en fait je propose des formations, je le vois. En fait les formations en général sont achetées quand le marché monte, quand c'est pas du tout le bon moment en fait pour se former. Et en fait quand c'est le meilleur moment, ça veut dire maintenant, eh ben il y a plus personne. Ce qui est assez ironique parce que pour le coup c'est maintenant qu'il faut se former, c'est maintenant qu'on peut correctement commencer à investir sur un marché qui a pour le coup bien purgé. Ensuite, et je terminerai en fait sur ça. Dans une tendance baissière, on a souvent des phases de capitulation, des phases durant lesquelles les prix vont de nouveau fortement baisser et qui vont faire capituler beaucoup de personnes qui vont de nouveau panic sell. Donc là, on a déjà fait, j'ai envie de dire, capituler la plupart de tous les touristes qui sont arrivés dans le courant de l'année 2021. La plupart, ils ont tous vendu à perte, ils ont capitulé parce qu'ils sont rentrés à 30 000, 40 000, 50 000, voire même encore plus haut. Et bien évidemment, ils ont vu leur portefeuille rapidement redescendre et pour la plupart, ils ont panic sell, ils ont capitulé. Si on a de nouveau une vague de baisse, qu'on passe par exemple de 30 000 à 20 000, ce que je n'exclus pas aujourd'hui, hein, même si pour moi, on est probablement sur un point bas, je ne l'exclus carrément pas et je le prends en compte dans ma stratégie. Et ben on va de nouveau avoir une vague de capitulation, cette fois-ci de ceux qui sont rentrés de octobre à décembre 2020. Donc il y aura de nouveau une vague de panique parce que tous ceux qui sont rentrés dans la moyenne des, on va dire des 15-20 000 dollars, quand ils vont commencer à voir le prix du Bitcoin se rapprocher de leur niveau d'achat, je peux vous assurer en fait que ça risque d'en faire paniquer de nouveau plus d'un, même si j'estime que le potentiel est quand même moins important que la première vague de panique qui, elle, pour le coup, a quand même fait très très mal. Voilà. Mais ça, il faut toujours le prendre en compte et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours du cash, de la liquidité pour profiter en fait de ces phases de panique qui sont des phases d'opportunité durant lesquelles il faut acheter et certainement pas commencer à vendre en mode panique. En tout cas, c'est ce que font les investisseurs gagnants. Voilà, allez, en tout cas, j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Nous, on se retrouve dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. J'ai pas encore choisi en fait pour le coup le sujet, mais on verra en fait dans quelques semaines. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis en tout cas bon courage. On est vraiment en fait dans une phase où il faut être extrêmement patient. Il se passe pas grand chose, mais pour le coup, on va avoir encore de nouveau un mouvement qui soit à la hausse ou à la baisse. Le principal, c'est d'être préparé justement à tous les scénarios, haussier ou baissier, et d'agir en conséquence. Allez, je vous dis en tout cas bonne semaine à tous et on se retrouve d'ici à quelques semaines. Bye bye.